L'information reprend toute sa place sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue en titre de ce journal. En fin de mission dans notre pays, l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire a fait ses adieux au chef de l'État ce mardi à Abidjan. Alassane Ouattara et Mohamed Naoufel Labidi ont profité de l'occasion pour évoquer les relations bilatérales excellentes entre nos deux pays. La phase de répression contre l'incivisme routier a démarré ce mardi et l'opération se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Un dispositif impressionnant a été déployé par le ministère des Transports qui travaille en synergie avec la police nationale. Une centaine de véhicules a déjà été immobilisés. Et puis au Mali, la CEDEAO réitère son appel au respect du calendrier de la transition. Prévu en février 2022, les élections présidentielles et législatives sont censées ramener les civils au pouvoir après 2 coups d'État militaires en 1 an. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Ce mardi, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a eu un entretien avec l'ambassadeur de la République tunisienne en Côte d'Ivoire. Mohamed Naoufel Labidi, en fin de mission dans notre pays, est venu faire ses adieux à Alassane Ouattara. Les temps forts de l'audience avec Mahama Traoré. Il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire, de ce pays qu'il a connu comme ambassadeur plénipotentiaire de la République de Tunisie. Mohamed Naoufel Labidi fait cet aveu. La Côte d'Ivoire est un pays proche, il est dans nos cœurs. Parfois, vous savez, on tombe amoureux d'un pays. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ou comment. Et nous, les Tunisiens, on est tombés amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est un paradis. Cette histoire d'amour s'est tissée durant 4 ans et 8 mois, le temps qu'a duré la mission du diplomate tunisien en Côte d'Ivoire. Mission au cours de laquelle les relations entre les deux pays se sont accentuées dans divers domaines, comme il l'a signifié ce mardi au président Alassane Ouattara lors d'une audience. On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. Quant au nombre de la colonie tunisienne, c'était 800 à peu près en 2016. Fin 2016, début 2017, 800. Aujourd'hui, on est à 2000. C'est la plus grande communauté tunisienne en Afrique. On accorde annuellement 100 bourses aux étudiants et étudiantes ivoiriennes pour poursuivre leurs études. Profitant de cet entretien, Mohamed Naoufel Labidi a transmis au chef de l'État une invitation de son homologue tunisien à effectuer une visite officielle dans ce pays arabe d'Afrique du Nord. Visite qui permettra de redynamiser les relations diplomatiques établies entre les deux pays depuis 1965. Fin du statut de réfugié pour une majorité d'Ivoiriens à l'horizon 2022. L'annonce a été faite ce mardi par l'Agence des Nations Unies, le HCR. La réunion régionale de 2 jours qui s'est tenue à Abidjan a également souligné l'importance d'accélérer le rapatriement volontaire de ceux-ci. Laure Goretti à Boussanogo. Le statut de réfugié ivoirien prend fin le 30 juin 2022. Après 48 heures de réflexion dans la capitale ivoirienne, le gouvernement, les représentants des pays d'asile des réfugiés ivoiriens et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR ont tous signé une déclaration conjointe sur la cessation du statut de réfugié. Un Ivoirien qui se trouve au Ghana peut demander à y résider. Un Ivoirien qui se trouve au Libéria peut demander à y résider et continuer d'y résider. Il y a des gens qui souhaiteront rester, qui ont pu établir un business, qui ont pu s'installer et qui souhaitent rester. La plupart des pays d'asile, des gouvernements des pays d'asile étaient présents et ils sont d'accord. Leur analyse aussi est que ça peut être fait et eux vont commencer à la mettre en œuvre à partir de janvier de l'année prochaine et la date butoir c'est juin 2022. Dans quelques semaines, l'annonce officielle sera faite à Genève en Suisse et ce sera à l'occasion de la 72e session du comité exécutif du HCR. Pour optimiser le retour volontaire des réfugiés, les recommandations de cette rencontre régionale seront prises en compte selon la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des travaux de groupe. Il s'agit entre autres, de l'élaboration d'un plan de travail commun
conduisant à la cessation du statut de réfugiés ivoiriens, ouvrant la voie à la délivrance de documents d'état civil à ceux désireux de s'établir dans leur pays d'asile et de titres de séjour aux citoyens ivoiriens répondant aux critères légaux de résidence dans les pays d'asile. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations indispensables à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien. Des représentants du Ghana, du Libéria, de la Mauritanie, de la Guinée et du Togo ont pris part à cette rencontre. Grâce aux efforts du gouvernement ivoirien, 276 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire. Il reste à ce jour environ 51 000 réfugiés ivoiriens. Sur un tout autre chapitre, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État était devant le Sénat à Yamoussoukro. Moussa Sanogo a défendu 3 projets de loi économique, des projets votés à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. On en parle avec Kader Sogodogo. L'ordonnance portant mise en œuvre de la deuxième phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. L'ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de l'accord de développement du projet des zones économiques industrielles à Abidjan, Fès-Késédougou et San Pedro. L'ordonnance portant mise en œuvre des premières et deuxièmes phases du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Tels sont les 3 projets de loi à ratifier présentés par le président de la République à travers son émissaire, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, au sénateur à Yamoussoukro. Ici, il est bel et bien question d'ouvrir le marché ivoirien à de nombreux investisseurs. Et cela est de bonne guerre. C'est un accord qu'il était important de signer pour préserver, en tout cas, nos parts de marché au niveau de nos exportations. Et je pense que nous allons travailler à faire en sorte également que les entreprises locales puissent faire face à l'intensification de la concurrence qu'entraîne l'ouverture des marchés. Nous allons perdre de façon directe quelques ressources, mais en même temps, nous gagnons de facto d'autres ressources. Parce que si nous n'appliquons pas certains accords, certains droits de douane allaient être imposés sur nos produits. Et donc le fait de ne pas dépenser de l'argent pour cela, à la vérité, c'est un gain. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, ont ratifié les 3 projets de loi. Dernière étape, la plénière, où l'ensemble des sénateurs auront l'occasion de se prononcer sur ces 3 projets de loi. Retour à Abidjan où au moins 236 voitures et une centaine de motos ont été immobilisées pour la seule journée de mardi. Plus de 6000 vidéos verbalisations ont aussi été notifiées aux usagers de la route. Vous l'avez bien compris, la phase de répression contre l'incivisme sur nos routes a bel et bien démarré ce 7 septembre. On fait le point de la journée avec Dangui Dangui. Ces véhicules parqués dans un coin de la cité de la brigade anti-émeute de la commune de Yopougon sont tombés sous le coup d'une infraction au code de la route ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. De la commune d'Abobo à Trècheville, en passant par Adjamé, Cocody et Marcory, le préfet de police d'Abidjan a mobilisé ses éléments et a veillé à la bonne marche du dispositif de répression qui donne déjà des résultats. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les plaques d'immatriculation. On a constaté que la plupart de nos transporteurs, ils ont les reçus, mais les plaques ne sont pas prêtes. Quand le préfet de police arrive au centre de gestion intégrée et de la mobilité urbaine de Trècheville, d'où partent les vidéo-verbalisations, en début d'après-midi, plus de 6000 infractions au code de la route ont déjà été notifiées aux usagers. Un chiffre confirmé par le point de fin de tournée du préfet de police ce premier jour du début de la phase de répression de l'incivisme sur les routes. Nous avons enregistré 236 véhicules mis en fourrière, 127 motos, 29 tricycles. Donc, il nous fait un total de 392 engins mis en fourrière pour ce jour. Ce qu'il y a eu de constater et de retenir, c'est que beaucoup de véhicules ont garé pour défaut de pièces. Cela dénote aussi du civisme des populations ivoiriennes.
La phase de la répression a bel et bien commencé et se poursuivra, assure Siaka Dosso. Toutes les forces de police sont sur la route pour mettre à exécution la seconde phase, qui est la phase de répression. Donc cela va se poursuivre. Ceux qui n'ont pas les pièces en règle, qu'ils gardent et qu'ils partent se mettre à jour au niveau des services de ministère des Transports. Pour ce premier jour de la phase de répression, les infractions liées aux plaques d'immatriculation non conformes ou illisibles étaient les plus nombreuses. On continue à parler de sécurité routière avec ce nouveau plan de circulation qui vient de voir le jour dans la commune de Marcory. Il a pour objectif d'améliorer la fluidité routière et de lutter contre les accidents de la route. Un mois après son lancement, la rédaction de RTI 1 s'est penchée sur l'impact de ce nouveau schéma sur les usagers et les automobilistes de la commune de Marcory. Le constat de Jean-Marc Djadji. Sens interdit. Ne pas tourner à gauche à la prochaine intersection. Ces panneaux d'interdiction et de sens unique horaire sont visibles sur la rue de l'INJS et sur le boulevard du Gabon à Marcory. À divers endroits de la commune, ces nouveaux panneaux sont censés lutter contre les embouteillages et les accidents de circulation récurrents. Avec une hausse de plus de 13% d'accidents sur les routes à Abidjan, ce nouveau plan vient à point nommé pour certains usagers. Les nouveaux panneaux sens interdits qu'ils ont fait à Marcory ici, c'est très bon, ça nous a arrangé, ça a rendu encore la circulation encore plus dense. Vraiment, si ça peut continuer comme ça. Je pense que ça a permis de résoudre un tant soit peu les problèmes d'ici, parce qu'il y a trop de cafouillage ici. Alors maintenant, j'ai vu que la circulation est fluide. Ici, sous l'échangeur non loin du quartier Anoumabo, de longues files d'attente de véhicules sont souvent constatées aux heures de pointe, malgré la présence de ces panneaux. Transporteurs et autres automobilistes s'en plaignent. Il y a vraiment un ralentissement depuis le commissariat de 9e jusqu'au marché. Quelqu'un qui quitte là pour aller au marché peut taper facilement 1h30 minutes ou 30 minutes pour pouvoir arriver au marché. D'habitude, pour quitter le terminus ici, arriver au pont, à l'échangeur, facilement moins de 5 minutes. Aujourd'hui, il nous faut minimum 20 minutes. Bon, quand c'est les heures de pointe, là, ça va au-delà. Malgré le succès mitigé, ce projet reçoit l'approbation de la mairie de Marcory. Quand les gens de Cocody, par exemple, ils finissaient avec le péage qui prenait le pont, arrivé du côté de l'INJS, il y avait un embouteillage tous les matins du péage jusqu'à sur le pont de Gaulle. Parce qu'il y a une grande partie des populations, des habitants de Cocody, qui préfèrent passer par Marcory pour rejoindre leur poste au plateau. C'est plus fluide que de l'autre côté. Alors cette fluidité-là, on a trouvé que ça ne suffisait pas. Ce n'était pas de la fluidité. Aujourd'hui, vous allez vous regarder, il n'y a plus d'embouteillage, il n'y en a pas. Initiatrice du nouveau plan de circulation à Marcory, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, AMUGA, veille chaque jour au respect des mesures. Maintenant, ce qu'on voudrait vous demander, c'est qu'à l'avenir aussi, on puisse respecter ces mesures. Parce que sinon, voilà, c'est ça, sinon ça va créer plus de désagréments à tous les usagers. Après un mois de mise en œuvre du projet, l'AMUGA rassure les automobilistes. Nous constatons que sur la ligne de la voie 11, par exemple, les gens sortent des quartiers et vont très souvent en sens inverse. Ce qui a pour effet de créer plus de difficultés de circulation, notamment au carrefour City-Dia, les soirs, tout cela. Et nous avons également des stationnements beaucoup plus importants juste après donc, le carrefour au niveau du marché et des personnes, des demi-tours qui se font à la descente du pont d'Anoumabo. Donc toutes ces questions-là créent effectivement des difficultés de dégagement les soirs. Et ça, nous le comprenons et c'est ce que nous sommes en train de traiter. Les usagers de la route sont donc appelés au civisme. Et nous disons également qu'ils doivent eux aussi respecter ce qui est mis en œuvre. Parce que l'incivisme accroît effectivement les bouchons et les congestions. Le gouvernement initie depuis des mois une campagne de sensibilisation contre l'insécurité routière. Place est faite désormais à la phase de répression. Nous sommes sur la route et nous y restons. Ça sera bientôt la fin de l'occupation anarchique des voies dans la commune d'Abobo. La mesure a été notifiée lundi aux commerçants et aux artisans. Une opération de déguerpissement est annoncée pour le prochain jour. Objectif, assainir les artères de la commune. Le reportage d'Alec Lavry.
une opération de déguerpissement est annoncée à Bobo. Objectif, assainir les artères de la commune. 175 milliards de francs CFA décaissés dans le cadre du programme d'urgence de la dite commune. Kandia Camara, le maire, exhorte les occupants à plutôt occuper les espaces disponibles qui leur sont dédiés. Ensemble, on va faire les travaux. On vous demande votre part de sacrifice, votre implication. Toutes les femmes qui sont autour de la mairie, il faut que d'ici quelques jours, il n'y ait plus personne là. Conscients du bien fondé de ce projet, commerçants, ferrailleurs, garagistes et autres artisans concernés ont promis d'accompagner l'œuvre d'assainissement de la commune. Nous sommes ravis d'entendre ce qui vient de se passer aujourd'hui. Mais avec ce qui va se faire là, vraiment ça doit être une fierté pour la commune d'Abobo. Pour tous les programmes que vous avez bien énumérés tout à l'heure, c'est Abobo et Zo, les ferrailleurs également vont s'inscrire dans cette même ligne-là pour que Abobo soit Zo. Les ferrailleurs n'ont pas se mettre en marche. Nous allons vous accompagner, Madame le ministre, soyez rassurés. Nous n'allons pas faire d'obstruction à tout ce que vous avez dit. La commune envisage grand. Selon le maire Kandia Camara, un nouveau marché moderne de 4500 places pour les commerçants, un espace aménagé de 3000 box pour les ferrailleurs et garagistes et un lycée d'excellence devront être construits au grand bonheur des populations. Le commentaire était assuré par Salimatou Dia. On se rend maintenant à Korogo où un enfant a perdu la vie et 2 autres sont grièvement blessés. C'est le bilan d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la région du Poro la semaine dernière. C'est une famille inconsolable que notre reporter a rencontrée à Konine, localité située à 15 km de Korogo, où les victimes ont reçu la compassion du gouvernement. Le reportage d'Ami Sissoko. La forte pluie qui s'est abattue sur l'ensemble de la région du Poro le 2 septembre a malheureusement fait 3 victimes, dont 2 blessés graves et 1 décès, celui d'un bébé de 3 ans suite à l'effondrement de leur maison dans la localité de Koni, à 15 km de Korogo. Toutes de la même famille, âgées de 3 à 14 ans, les victimes ont été évacuées au centre hospitalier régional de Korogo où elles sont prises en charge. Et ils étaient de l'autre côté, dans l'autre maison, avec les mamans. Et moi, j'étais dans ma maison, avec mon oncle. Et maintenant, on a entendu un bruit. Et quand on a entendu le bruit, en même temps, la maison s'est écroulée. La maison est tombée sur les enfants. Le plus jeune était âgé de 3 ans. Nous avons constaté son décès. Certainement, le décès a eu lieu en cours d'évacuation. Le plus âgé avait un traumatisme crânien, mais elle était dans un état conscient. Tout comme la petite fille aussi, elle aussi était consciente, mais seulement elle se plaignait de vives douleurs au niveau de l'abdomen. Il y avait des saignements au niveau de l'abdomen, et ce qui a occasionné de la prendre d'urgence au bloc opératoire pour pouvoir sauver sa vie. Informé du drame, le secrétaire général de la préfecture de Korogo, accompagné du député de la sous-préfecture de Korogo et de la direction régionale du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, au chevet des blessés pour apporter compassion et assistance du gouvernement à la famille. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a appris le drame qui s'est produit à Koni. Et comme le savait en pareille circonstance, il vient toujours apporter un appui à ces personnes en détresse-là. Et à cette occasion-là, le président a apporté au total la somme de 900 000 francs à la famille, 500 000 francs pour les funérailles et puis 400 000 francs pour aider à la prise en charge des personnes blessées. Après les différents soins, les 2 blessés graves sont maintenant hors de danger. Ils pourront rentrer chez eux très bientôt. On s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 7 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 7 septembre 103 nouveaux cas de Covid-19 sur 3336 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 193 guéris et 6 décès. À la date du 7 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 57 159 cas confirmés, dont 54 997 personnes guéries, 483 décès et 1660
79 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 930 920. Le 6 septembre, 15 918 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 459 525 doses au 1er mars, du 1er mars au 6 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Les femmes africaines ont été exhortées à travailler en synergie pour lutter contre l'inégalité des genres. C'était au cours d'une rencontre d'échange entre la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, et la ministre togolaise de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Adjovi Lolonio Apedo Anakoma, ont échangé. Lors de cette visite de courtoisie et d'échange, la ministre togolaise a évoqué les questions de promotion de la femme pour trouver des solutions durables. Sur un tout autre plan, ils étaient réunis en Assemblée générale les 3 et 4 septembre dernier à Yamoussoukro, une rencontre au cours de laquelle les membres de la mutuelle des enseignants, la Mopé-Menatsi, ont décidé de gérer de façon optimale leur fêtière. Les statuts et règlements intérieurs ont été révisés selon Didier Nguessan. Elle est au service des enseignants et entend améliorer leur protocole de prise en charge sanitaire et sociale. La MUPE-MENEPSI, mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, digitalise son système de gestion. Une initiative validée lors de l'Assemblée générale ordinaire de la mutuelle et qui sera mise en œuvre d'ici à 3 mois. C'est vrai, le travail est fait, mais il faut recréer la confiance, mettre tout le monde en mission, pour qu'on puisse réussir ce mandat tranquillement, mais en faisant en sorte que cette mutuelle soit assise financièrement, mais permette un meilleur traitement au niveau de nos adhérents, pour leur donner des prestations de qualité. Les dispositions idoines sont mises en œuvre pour juguler et mettre fin aux cas de fraude ainsi qu'au retard de paiement des prestations. Le conseil d'administration, tous les membres, nous saurons, n'est-ce pas, quand est-ce un mutualiste est allé prester le montant de ses prestations et cela est généré à la fin du mois pour permettre d'être une mutuelle sociale performante. La centaine de délégués et administrateurs de la mutuelle ont passé au peigne fin les tests et révisé certains, notamment les statuts et règlements intérieurs. Cette modernisation du système de gestion et le toilettage des tests jettent de nouvelles bases à la MUPE-MENEPSI. Politique, à présent, il est en mission dans le Grand Centre. Le président du Sénat s'est fixé comme objectif de ratisser large pour le compte de son parti, le RHDP, et pour attirer le maximum de sympathisants, Jeannot Ahoussou-Kouadio mise sur les nombreuses infrastructures de développement réalisées par le président de la République, Alassane Ouattara. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Jeannot Ahoussou-Kouadio veut mettre les pendules à l'heure dans le Grand Centre. Il s'est installé dans l'arène. Le champ politique, il sait y faire germer toutes sortes de graines. Son engagement, mobiliser les populations du Grand Centre autour d'une cause commune. Le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Sa stratégie, être le plus proche des populations. Jeannot Ahoussou-Kouadio les visite chez elle. Nienekro, Agbakro, Bangbassou, dans le Mban, avec Mina Yaokro et Angan Kofikro, les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara restent une motivation pour rejoindre la famille des Oufoutistes. C'est maintenant que les choses vont barder. Et je me suis adressé aux parents, leur expliquer pourquoi le RHDP, parce que le temps est au changement, il faut savoir oser changer et que le RHDP, c'est le PDCI nouveau, c'est le PDCI numérique. On a fini avec l'analogie, on est dans le numérique maintenant. Et je souhaite vivement que tous les frères du PDCI RDA viennent rejoindre le RHDP pour que nous créions ce grand parti. La cause défendue par un de leurs est noble selon les populations qui adhèrent fortement au message. Ce message me va droit au cœur, en ce sens qu'à partir de ce message, certaines incompréhensions seront dissoutes au niveau de Makassé. J'adhère à ce message.
toute la population d'Angankofikro adhère à sa décision. Ça veut dire quoi? Le RHDP. Prions Dieu en sorte que le RHDP aille devant. À compter d'aujourd'hui, nous vivons pour le RHDP. Dans l'agenda du président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, 3000 villages du Grand Centre à visiter. Le temps et l'énergie ne lui feront pas défaut, il a signalé. Et on parle maintenant de cohésion sociale en prélude au sommet africain qui se tiendra dans notre pays l'an prochain. La Fédération pour la paix universelle continue de mobiliser les ambassadeurs de paix. Après le handball, le cap a été mis sur la région d'Unzi jeudi dernier pour une sensibilisation autour de la paix. Paix, interdépendance et développement local, c'était le thème abordé au cours de la rencontre. Une rencontre suivie par Léon Brou. Le préfet de la région et un opérateur économique, soit deux personnalités d'Unzi, fait ambassadeur de paix. La Fédération pour la paix universelle trouve que la vie de ses récipiendaires conjugue les 5 principes fondamentaux de paix, à savoir entre autres que ces personnalités s'illustrent bien au quotidien dans le règlement ou la prévention des conflits. Quand nous embauchons des gens, quand nous prenons des gens dans nos activités, quand nous prenons des gens pour aller travailler, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir participer à la paix. Parce que c'est le chômage qui amène les gens à pouvoir recruter les gens pour venir faire la guerre. Je ne pensais pas recevoir une telle distinction, d'où véritablement ma grande joie. Ça nous donne encore beaucoup plus de tonus pour faire ce que nous avons déjà l'habitude de faire. Cette distinction, comme le montre cette signature de la Charte de la paix par les participants au terme du sommet d'Unzi. Les travaux révèlent d'importants atouts humains, socioculturels et économiques qui, mis en valeur, favorisent le développement de la région et l'épanouissement des populations, mais à la condition d'une paix durable, indiquent unanimement acteurs de médiation, chefs coutumiers, jeunes et femmes, à la barre pour partager leurs attentes, expériences et contributions sur le thème de la paix, l'interdépendance et le développement local. Nous sommes appelant donc les élus, les responsables politiques, la jeunesse, les femmes, la chefferie traditionnelle et tous ceux qui sont les acteurs prépondérants de ces régions à coaliser autour de la paix pour que la Côte d'Ivoire ait la chance d'abriter l'année prochaine son premier sommet africain sur la paix qui va avoir la participation de toutes les sommités mondiales de la paix. Les retombées seront vraiment, formidables pour la Côte d'Ivoire en termes de réconciliation, en termes de cohésion nationale et sociale et surtout en termes de paix dans notre pays. Tous sont représentés, le ministre Paulin-Claude Danho et le secrétaire d'État Lataï Nguessan Kofi, ainsi que la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, respectivement coparrain et patron du sommet régional d'Unzi sur la paix. Un mot de culture à présent et c'est parti pour l'édition 2021 du FEMUA. Le Festival de musique urbaine d'Anoumabo connaît cette année sa 13e édition. Une édition qui mettra l'accent sur la coopération Afrique-Europe, vieille de 60 ans. Le Sénégal est le pays invité d'honneur cette année et une vingtaine d'artistes sont programmés pour le bonheur des mélomanes. Serge Pacom Didi, Isaïo. C'est parti pour la 13e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA 13. Ce, après un report dû à la pandémie de Covid-19. Il sera un FEMUA qui va appeler cette jeunesse qui est encore réticente à se faire vacciner. C'est pourquoi des dispositions ont été prises au sein de l'INGS pendant le FEMUA. Le Sénégal se félicite d'être le pays invité d'honneur. Vous offrez au Sénégal, après une première tentative infructueuse de 2020, l'occasion de marquer à la face du monde autant l'importance de cette manifestation de portée internationale que sa solidité des liens multiformes, séculaires, indestructibles unissant nos deux pays frères. Ce FEMUA 13 coïncide avec les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, désormais partenaire institutionnel du festival. Parler des valeurs qui nous ressemblent, qui nous unissent, qui unissent les peuples africains et européens, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais à l'échelle du continent, aussi bien africain que européen. La paix et le développement figurent parmi ces valeurs communes. Sans paix, il ne peut pas avoir de développement.
Pour les autorités ivoiriennes, le FEMUA est une manifestation d'utilité publique. Le FEMUA offre une plateforme unique pour révéler aussi des talents donc, au niveau de cette jeunesse dans le monde culturel, mais surtout pour la dimension qui nous concerne, offre aussi une plateforme qui permet à des jeunes de venir chercher des opportunités en termes de formation, en termes d'insertion. Ce festival apporte ainsi sa pierre à la construction et au développement de la Côte d'Ivoire en permettant aux jeunes d'accéder à la connaissance et à la formation en favorisant le bien-être social à travers des infrastructures de santé qu'ils offrent aux populations les plus vulnérables. Après la cérémonie d'ouverture, il y a eu la pose de la première pierre des 2 écoles, celle de Vavois et de Tanda. 20 artistes venus de 13 pays du monde entier animeront cette 13e édition du FEMUA. Avant l'ouverture de ce festival, la Fondation Magic System et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont renouvelé leur partenariat par la signature d'une convention qui permet de promouvoir la formation professionnelle. Un mot de sport à présent. Ils ont été héroïques à Kigali. Les éléphants basketteurs sont à Abidjan depuis cet après-midi. Nos médaillés d'argent ont reçu un accueil chaleureux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Un accueil digne des champions, relaté par Arsène Kouassi et Salif Ouattara. Tomber les armes à la main en finale de l'Afro-Basket 2021 à Kigali au Rwanda. Les éléphants basketteurs sont de retour à Abidjan. Et c'est dans la liesse populaire que les vice-champions d'Afrique ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par plusieurs personnalités, dont le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive. Au cours de cet accueil, Paulin Claude Danho a salué les performances des éléphants avant de leur adresser toutes les félicitations de la nation ivoirienne. Au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom du gouvernement, au nom de vos frères et sœurs, au nom des Ivoiriens et des Ivoiriennes, nous vous disons bienvenue. Merci pour cette belle épopée sportive que vous avez réalisée à Kigali. Vous avez été combatif. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Visiblement émus par cet accueil, les basketteurs ivoiriens, portés en triomphe pour certains, ne cachent pas leur émotion. On pense qu'on a rendu fier la Côte d'Ivoire parce qu'on a fait, parce qu'on a produit comme spectacle. Pour nous, ce n'est pas une médaille d'argent, mais c'est plutôt une médaille d'or. Ça fait plaisir de rentrer au pays. On a fait des Coupes du Monde, on a fait les championnats d'Afrique, mais là, l'accueil est vraiment chaleureux. I'm very happy. Je suis heureux d'être à Abidjan. Pour lui, c'est vrai qu'on s'est bien battu. On a fait une bonne compétition. Il est fier d'accueil qu'on a pu avoir. Il est fier d'être ivoirien. Ce qui est plus important pour lui, c'est qu'en plus d'être des coéquipiers, on est tous devenus une famille. Après cette étape, un cocktail leur a été offert par le premier responsable du sport, avant d'être reçu ce mercredi 8 septembre par le Premier ministre Patrick Achi. Et on termine cette édition hors de chez nous, 48 heures après le coup d'État en Guinée. Les putschistes souhaitent donner des gages à la population avec des symboles forts. Ce mardi, le Comité national du rassemblement et du développement a commencé à démanteler les très contestés postes avancés qui avaient été mis en place au plus fort de la contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Un geste politique de la part des militaires, lesquels ont aussi entamé des négociations pour la libération de prisonniers politique. Et puis le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne a été reçu lundi par le chef du gouvernement malien de la transition, Choguel Kokala Maïga. Goodluck Jonathan était à Bamako dans le cadre du suivi du processus de transition politique au Mali. Les échanges ont principalement porté sur l'évolution du processus de la transition, le respect du calendrier électoral, ainsi que les défis à relever dans le délai restant. Et ce mardi, le médiateur de la CEDEAO devait s'entretenir avec le président de la transition, Assimi Goïta. Ce journal est terminé. Merci de rester sur RTI 1. Nos programmes continuent. Bonsoir et que la paix soit chez vous.